Oubliez un instant les pyramides majestueuses et les masques dorés. Sérieusement, mettez cette image de côté. L'Égypte que vous croyez connaître n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié? Un mélange bizarre, hilarant, souvent perturbant de croyances déroutantes, d'hygiène douteuse et de pratiques si étranges qu'elles défient la cause ou la logique. C'est une civilisation qui a transformé le miel en arme contre les mouches et a utilisé quoi pour la contraception? Préparez-vous. Votre perspective historique est sur le point d'être bouleversée. Commençons. Yuan. Bien. Commençons avec un peu d'ingéniosité égyptienne antique dans la chambre à coucher, voulez-vous? Ou peut-être, pas si ingénieux? Imaginez ceci. Vous recherchez une contraception fiable vers 1500 Avamos JLC. Quelle est la pointe de la technologie? Eh bien, de la bouse de crocodile, bien sûr. Oui, vous avez bien entendu. Des papyrus médicaux décrivant des femmes utilisant des pessères. C'est un mot savant pour quelque chose d'inséré, soyons francs, fabriqué à partir d'un mélange charmant de fesses de crocodile, de lait aigre et parfois de miel ou de pâte fermentée. La théorie, vraisemblablement, était que cette pâte piquante formerait une barrière, ou peut-être que l'horreur pure de la chose suffirait à tuer complètement l'ambiance. Efficacité? Hautement discutable. Hygiène? N'en parlons même pas. Imaginez la conversation? Chérie, te sens-tu romantique ce soir? Laisse-moi juste insérer ceci. Excréments de reptiles d'abord. La science moderne ne s'est pas vraiment empressée de reproduire ces essais, assez étrangement. 2. Vous êtes-vous déjà plaint de vos avantages sociaux? Eh bien, que diriez-vous d'être payé en bière? Pas seulement une petite bière du vendredi après-midi, mais votre salaire réel. Les gens qui ont bâti les légendaires pyramides de Gizeh ne recevaient pas exactement de gros salaires ou d'options d'achat d'actions. Leur rémunération et une grande partie de leurs calories quotidiennes prenaient la forme de rations de bière. Nous parlons de plusieurs litres, l'équivalent d'un gallon ou plus, par jour. Ce n'était pas non plus votre IPA artisanal. C'était épais, nutritif, probablement plus sûr que l'eau locale, et absolument essentiel. Oubliez les primes. Imaginez le chef de chantier criant « Bien l'équipe, la productivité est en hausse. Double ration de la boisson d'orge brassée par l'État pour tout le monde. » Cela donne vraiment un nouveau sens au terme « actif liquide », n'est-ce pas? Parlez-moi d'être motivé par la soif. 3. Les pharaons pouvaient être exigeants, mais Pépi Sechon, qui régna pendant une durée ridiculement longue sous l'Ancien Empire, a apparemment poussé le comportement de diva à un tout autre niveau. Sa bête noire, les mouches, les insectes bourdonnants le rendaient tout fou. Sa solution n'était pas une tapette à mouches ou un de ses anciens destructeurs d'insectes. Oh non. Selon certains récits, il gardait à proximité plusieurs esclaves nus, entièrement enduits, de la tête aux pieds, de miel. Leur unique but? Servir de piège à mouches vivants, respirants et incroyablement collants, attirant les nuisibles loin de sa personne royale. Imaginez l'indignité pure. Hey Nacht, tu as une journée chargée aujourd'hui? Ouais, juste ici, couvert de vomi d'abeilles, espérant que le pharaon ne se fasse pas bombarder par une mouche bleue. Que cette histoire soit entièrement factuelle ou simplement un potin ancien savoureux, l'image seule est... Eh bien, c'est quelque chose. Assurément une situation collante, dans tous les sens du terme. 4. La momification était un processus sacré et complexe, vital pour le voyage vers l'au-delà. Mais il semble que la nature humaine, même ses aspects les plus effrayants, ait nécessité des protocoles plutôt macabres, plus précisément concernant les corps de femmes belles ou de haut rang. Il y avait apparemment une réelle inquiétude que certains embaumeurs puissent, disons, profiter de la situation et se montrer un peu trop entreprenants avec la défunte avant que l'enveloppement ne commence. Alors, quelle fut la solution officielle? Le délai. Les corps de ces femmes n'étaient pas immédiatement confiés pour la préservation. Au lieu de cela, ils étaient souvent mis de côté pour se décomposer pendant plusieurs jours. Oui, plusieurs jours. Jusqu'à ce qu'ils soient vraisemblablement moins attrayants pour tout pervers potentiel travaillant sur la table d'embaumement. Morbide? Absolument? Nécessaire? Apparemment, oui. Les efforts qu'ils ont déployés juste pour prévenir les inconduites professionnelles post-mortem sont vraiment ahurissants.
5. Les anciens Égyptiens momifiaient tout. Les humains, évidemment, mais aussi les animaux. Des millions et des millions d'entre eux. Chats, ibis, faucons, crocodiles et même des scarabées étaient soigneusement préservés, enveloppés et offerts aux dieux dans les temples ou enterrés avec leurs propriétaires. C'était une affaire lucrative. Les pèlerins achetaient ces momies d'animaux comme offrandes votives. Mais voici le coup de théâtre. La technologie moderne, comme les scanners CT, a levé le voile sur cette industrie antique, révélant une escroquerie massive. Un pourcentage significatif de ces momies d'animaux sont des faux. Nous parlons de paquets minutieusement enveloppés, contenant juste quelques os aléatoires, des plumes, des roseaux, de la boue, ou parfois, absolument rien du tout. Juste du lin enveloppé autour de plus de lin. Imaginez payer le prix fort en d'ébène pour une momie de chat sacré, seulement pour obtenir un paquet de chiffons et un crâne de rat. Les pèlerins se faisaient arnaquer il y a des milliers d'années. Certaines choses ne changent vraiment jamais. 6. Vous trouvez que les standards de beauté actuels sont intenses? Les anciens Égyptiens, hommes et femmes, arboraient un maquillage des yeux très prononcé, ce célèbre col noir. Mais voici le plus étonnant. Il était souvent fabriqué à base de sel de plomb, du plomb, comme dans le métal lourd notoirement toxique. Maintenant, le bon sens crie à la terrible idée, n'est-ce pas? Mais attendez, car la science moderne a réservé une surprise. Certaines études suggèrent que ces composés de plomb, à petite dose s'infiltrant dans l'environnement humide de l'œil, auraient en fait stimulé la production d'oxyde nitrique dans les cellules cutanées. Que fait l'oxyde nitrique? Il stimule le système immunitaire pour combattre les infections bactériennes. Un problème majeur dans la vallée du Nil poussiéreuse et infestée de mouches. Alors, ce micro dosait-il accidentellement du poison pour une meilleure santé oculaire, tout en étant fabuleux? C'est une théorie bizarre où la haute couture aurait pu servir de médecine préventive dangereuse. Parler de souffrir pour la beauté. Potentiellement? 7. Oubliez les courses de chars et les dieux lutteurs. Quel était un autre passe-temps populaire de l'Égypte ancienne? Apparemment, le bowling. Sérieusement, des archéologues ont découvert une pièce près du Caire, datant de plus de 3000 ans, qui ressemble étrangement à une piste de bowling primitive. Elle comportait des allées sculptées dans le sol et des boules de pierre de différentes tailles. Les règles sont perdues dans le temps. Peut-être marquait-on des points supplémentaires en renversant un scarabée? Mais la configuration est indubitable. Imaginez, après une dure journée à empiler des blocs de pyramides ou à ciseler des hiéroglyphes, Toutmosis et ses copains se dirigeant vers les pistes locales pour jouer quelques parties. Portaient-ils des chaussures en spécial? Criaient-ils Split quand il manquait la quille de tête qui avait probablement la forme de la tête d'Osiris? C'est juste délicieusement banal et inattendu au milieu de tout l'or et du mysticisme. Qui aurait cru que chasser l'ennui était une forme d'art ancienne? 8. Avant les tests de grossesse modernes et les lignes bleues claires, comment une femme égyptienne ancienne découvrait-elle si elle était enceinte? Eh bien, cela impliquait des graines et une miction dirigée stratégiquement. Oui, la méthode prescrite était qu'une femme urine chaque jour sur 2 sacs de graines distinctes, l'un contenant de l'orge, l'autre du blé. Si l'orge germait significativement plus vite, félicitations, c'est un garçon. Si le blé poussait en premier, sortaient les hiéroglyphes roses, c'est une fille. Si aucune des deux ne poussait, elle n'était pas enceinte. Maintenant, la partie de prédiction du genre était de la pure superstition, complètement aléatoire. Mais voici le plus étonnant. Les scientifiques ont ensuite testé cela et ont découvert que l'œstrogène dans l'urine d'une femme enceinte stimule effectivement la croissance des graines environ 70% du temps. Ils ont inventé un test de grossesse étonnamment fonctionnel, bien que bizarrement spécifique, il y a des milliers d'années. Ne lui demandez juste pas de révéler le genre. 9. Inquiets de la chute de cheveux, les anciens Égyptiens étaient là avec vous et leurs solutions proposées étaient intenses. Oubliez le Rogaine, un remède populaire contre la calvitie détaillé dans le papyrus Ebers, se lit comme une liste d'ingrédients de potions de sorcières sorties de l'enfer. Il fallait mélanger les graisses d'un hippopotame, d'un crocodile, d'un chamal, d'un serpent œté, d'un bouquetin. Mais attendez, ce n'est pas tout.
Vous faisiez ensuite bouillir le tout ensemble. Pouvez-vous seulement imaginer l'odeur? Et appliquiez généreusement le mélange gras résultant sur le cuir chevelu dégarni. Est-ce que ça marchait? Presque certainement pas pour faire pousser les cheveux. Peut-être que ça faisait des merveilles pour tenir les gens à distance, cependant. Le désespoir est palpable. Il faut vraiment détester être chauve pour envisager d'enduire sa tête de graisse d'hippopotame, crocodile, chat, serpent. Bonne chance pour enlever ça de la taille d'oreiller. 10. Nous savons tous que les Égyptiens aimaient les chats. Bastet, la déesse chat, était immensément populaire. Mais leur vénération féline allait bien au-delà des mignonnes vidéos Internet. C'était mortellement sérieux. Tuer un chat dans l'Égypte ancienne, même accidentellement, était souvent une infraction capitale, comme passible de la peine de mort. Imaginez écraser moustache avec votre char. Cela pourrait signer votre arrêt de mort, mon ami. Des villes entières pouvaient se révolter si un soldat romain tuait un chat par ignorance. Et quand un chat domestique adoré mourait de cause naturelle, toute la famille entrait dans une période de deuil profond, et en signe visible de leur chagrin, ils se rasèrent les sourcils. Pas juste une larme ou deux, une épilation complète des sourcils. Cela montre un niveau de dévotion qui fait paraître les fans de chats modernes positivement indifférents. Vous pensiez que votre voisin avec 15 chats était obsédé? Les anciens Égyptiens jouaient dans une toute autre catégorie. 11. Vous pensez que votre cerveau est l'organe le plus important? Les anciens Égyptiens étaient catégoriquement en désaccord. Au cours du processus méticuleux de momification, conçu pour préserver le corps pour l'éternité, le cerveau était traité avec un mépris choquant. Il n'était pas soigneusement conservé. Il était réduit en bouillie et jeté. Les embaumeurs prenaient un long crochet métallique, l'enfoncèrent dans le nez du défunt, aïe, le remuaient vigoureusement pour liquéfier la matière cérébrale, la transformant essentiellement en un sinistre smoothie. Puis versaient simplement la matière grise liquéfiée par les narines. Travail accompli. Le cœur? Absolument vital, pesé contre une plume pour le jugement. Le foie, les poumons, les intestins? Soigneusement retirés, conservés dans des vases canopes. Le cerveau? Non, juste un remplissage de la cavité crânienne, apparemment inutile pour l'au-delà. Pensez-y la prochaine fois que vous aurez mal à la tête. Au moins, personne n'essaie de vous arracher le cerveau par le nez avec un cintre. 12. Oubliez les huîtres et le chocolat. Selon la mythologie et l'iconographie de l'Égypte ancienne, le stimulant ultime, l'aliment symbolique de la fertilité associé au dieu Min, était la laitue. Oui, de la laitue croquante et feuillue. Plus précisément, une variété haute et dressée de laitue romaine qui, une fois coupée, sécrétait une substance laiteuse et blanche. Les Égyptiens auraient apparemment établi un parallèle entre cette substance de laitue et, le fluide séminal masculin. Min, le dieu de la puissance et de la reproduction masculine, était presque toujours représenté aux côtés d'offrandes de ces laitues pointues. Les festivals en son honneur impliquaient probablement la consommation de grandes quantités de cette chose. Alors, la prochaine fois que vous ferez une salade, souvenez-vous, selon les anciens Égyptiens, vous pourriez être en train de mélanger un bol rempli de puissants aphrodisiaques favorisés par un dieu de la fertilité. Cela vous fait voir la salade César un peu différemment, n'est-ce pas? 13. Avez-vous déjà eu besoin d'une excuse pour être complètement ivre? Les anciens Égyptiens avaient ce qu'il vous fallait, grâce à la déesse Hathor. Un mythe majeur racontait comment la déesse guerrière Sekhmet fut envoyée pour détruire l'humanité, mais fut dupée en buvant de vastes quantités de bière teinte en rouge pour ressembler à du sang. Elle fut si ivre qu'elle s'évanouit, sauvant ainsi l'humanité. Pour commémorer cette perte de conscience divine et apaiser Hathor, qui était parfois fusionné avec Sekhmet, de grands festivals étaient organisés, impliquant des quantités vraiment épiques de boissons. Nous parlons de beuveries excessives commanditées par l'État et religieusement imposées. Le but n'était pas seulement un agréable bourdonnement, c'était souvent d'atteindre un état d'extase ivre, se perdant dans la musique, la danse et la pure intoxication. Tout cela en l'honneur des dieux. Imaginez votre patron vous disant « Johnson, la participation à la soirée fût de bière du bureau est obligatoire pour la faveur divine. » La meilleure. Religion.
de tous les temps? 14. Les dynamiques de pouvoir dans l'Égypte ancienne étaient complexes, surtout lorsqu'une femme montait sur le trône. Hatshepsut, l'une des pharaons les plus prospères de tous les temps, homme ou femme, a régné pendant plus de 2 décennies, apportant la prospérité et supervisant d'énormes projets de construction. Mais comment a-t-elle consolidé sa prétention dans une société profondément patriarcale? Simple, elle se faisait souvent représenter comme un roi masculin. Nous parlons de toutes les insignes royales, y compris le court-pagne, la coiffe traditionnelle et, le plus frappant, la fausse barbe. Oui, des statues et des reliefs complexes montrent la reine Hatshepsut arborant avec confiance une barbe pharaonique tressée et attachée, le symbole ultime de la royauté. Il ne s'agissait pas de nier son genre. C'était une décision politique astucieuse, utilisant les symboles de pouvoir établis pour légitimer son règne. Parler de briser le plafond de verre et d'y ajouter une fausse barbe par-dessus le marché. 15. Les fêtes de l'Égypte ancienne avaient de l'air démentes. Oubliez les petits désodorisants discrets. Les élites avaient une solution bien plus grasse pour sentir bon toute la nuit. Des représentations de banquets montrent des invités, hommes et femmes, portant des cônes particuliers perchés au sommet de leurs perruques élaborées ou de leurs têtes rasées. Il ne s'agissait pas de simples chapeaux fantaisie, c'était dans des cônes faits de graisse ou de cire solide et parfumée, peut-être du suif animal mélangé à des huiles parfumées comme la myrrhe. À mesure que la fête s'animait et que le porteur dansait ou, vous savez, existait simplement dans la chaleur égyptienne, le cône fondait lentement. Cela libérait le parfum qui ruisselait alors sur leurs cheveux ou perruques, leurs visages et leurs vêtements, créant une aura continue, grasse et parfumée. Pratique? Discutable? Hygiénique? Certainement pas selon les normes modernes. Élégant? Apparemment oui, si vous vouliez être littéralement l'âme et l'odeur de la fête, en vous badigeonnant lentement de graisse parfumée. 16. Vous êtes-vous déjà senti si en colère contre quelqu'un que vous aviez juste envie de tout casser? Les anciens Égyptiens ont transformé cette rage mesquine en un rituel magique approuvé par l'État. Découvrez les textes d'exécration. Si Pharaon avait des ennemis, des royaumes voisins, des nomades rebelles, ou peut-être juste un courtisan vraiment agaçant, leur nom serait inscrit sur des bols en poterie ou des figurines humaines rudimentaires. Ensuite, des prêtres accompliraient des cérémonies d'imprécation élaborées, condamnant officiellement ces individus et ces groupes. Et le grand final, ils briseraient de manière spectaculaire la poterie ou les figurines, croyant que cet acte brisait magiquement le pouvoir, la santé ou même l'existence de leurs ennemis. C'est comme le vaudou ancien combiné à une thérapie de soulagement du stress. Oubliez les sous-entendus sur Twitter. Imaginez la satisfaction pure et croquante de littéralement briser votre rival en 1000 morceaux, avec l'approbation divine. La politique moderne semble soudainement plutôt sage, n'est-ce pas? Objection votre honneur, il a exécré mon client. 17. Gens paresseux, réjouissez-vous. Les anciens Égyptiens ont perfectionné l'art de la délégation éternelle. Les individus fortunés n'avaient pas l'intention de faire de gros efforts ou des tâches fastidieuses dans l'au-delà. Oh non, par pitié! Au lieu de cela, ils étaient enterrés avec des centaines, parfois des milliers, de petites figurines de serviteurs appelées Shaptis ou Usheptis. Ce n'était pas de simples décorations, c'était des ouvriers magiques enchantés. L'idée était que, lorsque les dieux appelèrent le défunt à effectuer un travail divin obligatoire dans les champs de roselières, comme l'agriculture ou l'irrigation, car apparemment, même le paradis a des corvées, le propriétaire déléguait simplement. Shapti numéro 253, tu t'occupes du labour céleste aujourd'hui, je me prélasse au bord de la piscine éthérée. Chaque figurine portait souvent l'inscription « Au Shapti, si je suis appelé, tu diras « Me voici ». C'est l'astuce ultime pour l'au-delà. Atteindre l'immortalité et externaliser tout le travail pour l'éternité. Où est-ce que je signe? 18. Oubliez la cybernétique futuriste. La plus ancienne prothèse fonctionnelle connue au monde n'était pas un membre de science-fiction, mais un humble gros orteil. Des archéologues ont découvert un orteil artificiel remarquablement fabriqué, en bois et en cuir.
attaché à la momie d'une noble femme datant peut-être d'aussi tôt que 950 AVE JC. Et ce n'était pas seulement pour l'apparence dans l'au-delà. Les traces d'usure suggèrent qu'elle l'a réellement utilisé de son vivant. Il avait même une charnière pour la flexibilité. Pensez-y. Une civilisation capable d'ériger les pyramides colossales et les temples complexes a également consacré un savoir-faire sérieux à s'assurer que Dame Tabaketenmut puisse marcher confortablement et maintenir son équilibre après avoir perdu un orteil. C'est brillamment pratique, étonnamment avancé, et juste un peu effrayant quand on se souvient qu'il est attaché à un cadavre vieux de plusieurs milliers d'années. L'innovation là où on l'attend le moins. 19. Vous avez un litige juridique délicat dans l'ancienne Thébès? Oubliez les avocats, allez simplement demander à une statue. Dans certains cas, notamment lorsqu'un jugement divin était recherché ou qu'une réponse claire était nécessaire, les anciens Égyptiens pratiquaient alors le procès par oracle. Ils posaient une question oui-non ou présentèrent des options écrites à une statue d'un dieu, souvent portée en procession par des prêtres. Ensuite, tout le monde observait attentivement, tandis que les prêtres étaient censés canaliser la volonté du dieu, faisant hocher la statue en avant pour un oui, en arrière pour un non, ou l'inclinant vers l'une des réponses écrites. Intervention divine, ou peut-être juste des prêtres très persuasifs guidant subtilement l'effigie de plusieurs tonnes. Khéops a-t-il volé ma chèvre primée? La statue avance lentement. Affaire classée, la tête de pierre géante a parlé. C'est comme consulter un Magic White Ball, mais avec des conséquences juridiquement contraignantes et bien plus de faste. 20. L'histoire assez rebelle, et puis il y eut le pharaon Akhénaton. Ce type n'a pas seulement bousculé les choses, il a pris toute l'ardoise magique de l'Égypte ancienne, l'a retournée et a violemment effacé presque tout. Il a abandonné l'énorme panthéon de dieux, Ra, Osiris, Isis, toute la clique, pour une seule divinité, le disque solaire Aton. Il a déplacé la capitale vers un lieu désertique et stérile. Et l'ART, oh mon Dieu, l'art, il a commandé des portraits de lui-même et de sa famille, y compris la reine Néfertiti, avec des têtes bizarrement allongées, des coups minces, des membres grêles, des ventres protubérants et des traits androgynes. Sérieusement, on dirait des extraterrestres sculptés par Salvador Dali. Était-ce une maladie génétique? Une déclaration symbolique? Personne ne sait avec certitude. Mais après sa mort, les prêtres traditionnels sont entrés en fureur, brisant ses monuments, effaçant son nom au ciseau et essayant désespérément de faire comme si tout cet étrange épisode monothéiste aux têtes bizarrement formées n'était jamais arrivé. Parlez-moi d'être rayé de l'histoire. 21. L'examen final en Égypte ancienne ne portait pas sur les hiéroglyphes. Il déterminait toute votre existence éternelle. Après la mort, votre cœur, considéré comme le siège de l'intelligence et de la mémoire, était pesé sur des balances géantes contre Maat, la déesse de la vérité, souvent représentée par une seule plume d'autruche. Anubis maniait les balances, tandis que Thoth enregistrait le résultat. Si votre cœur était léger, équilibré par une vie de droiture, vous réussissiez. Bienvenue au paradis éternel. Mais si votre cœur était lourd, alourdi par le péché, les mensonges et la méchanceté générale, mauvaise nouvelle. Un monstre terrifiant nommé Amit, une charmante chimère avec la tête d'un crocodile, le torse d'un lion et l'arrière-train d'un hippopotame, en gros, toutes les choses qui veulent de vous manger en Égypte réunies en une seule, vous attendez là. Elle dévorait votre cœur pécheur sur le champ et votre âme cessait d'exister. Totalement anéantie. Pas de seconde chance, pas de purgatoire, juste disparu. Parlez-moi d'une pression pour être bon. 22. Observez attentivement les scènes de banquets de l'Égypte ancienne. Vous verrez souvent des élites tenant délicatement ou reniflant un magnifique nénuphar bleu, le Nymphaea caerulea, communément appelé lotus bleu. Une jolie fleur, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être pas seulement jolie. Cette plante contient de légers alcaloïdes psychoactifs, comme l'apomorphine et la nuciférine, connus pour avoir des effets calmants, euphorisants et légèrement hallucinogènes. Les chercheurs croient largement que les Égyptiens faisaient infuser ces fleurs dans du vin ou en faisaient des teintures, les consommant lors de fêtes et de cérémonies religieuses pour atteindre des états de conscience altérés,
la relaxation, ou peut-être juste pour que la musique de harpe sonne vraiment incroyable? Ne faisait-il que profiter d'un subtil rehausseur d'humeur, ou ces anciennes raves étaient-elles alimentées par des psychédéliques à base de fleurs? L'art suggère clairement plus qu'une simple appréciation florale. Renifler la fleur? Voir les dieux? Peut-être. 23. Nous savons déjà que les Égyptiens aimaient leur colle pour la mode, et peut-être des bienfaits accidentels pour la santé. Merci le plomb. Mais il y avait une autre couche cruciale, la magie. Ce lourd trait de colle noire ne servait pas seulement à avoir l'air frappant. Il était censé offrir une puissante protection magique. Les marques oculaires distinctives, s'étendant souvent vers les tempes, étaient censées imiter les marques du dieu faucon Horus et agir comme un puissant talisman contre le mauvais œil. Des regards malveillants censés causer malheur ou blessure. On pensait également qu'ils repoussaient les véritables esprits maléfiques et les démons. Ainsi, se maquiller n'était pas seulement de la vanité. C'était comme enfiler son armure spirituelle chaque matin. Oubliez les lunettes de soleil. Une épaisse couche de colle à base de plomb était votre meilleure défense contre les mauvaises ondes et la possession démoniaque. Un chic pratique et paranoïaque. 24. Nous avons établi que les Égyptiens aimaient les chats, mais leur vénération des animaux allait bien au-delà des félins à fourrure. Tenez bon. Ils avaient des cultes à part entière dédiés à des animaux spécifiques et individuels, considérés comme des incarnations vivantes de Dieu. Le plus célèbre était le taureau Apis à Memphis, un taureau particulier choisi en fonction de marques sacrées, choyé comme la royauté toute sa vie, doté de son propre harem de vaches, puis momifié dans un sarcophage colossal après sa mort. Mais il n'y avait pas que des taureaux. Dans des endroits comme Chedet, plus tard appelé Crocodilopolis, je ne plaisante pas, ils vénéraient un crocodile sacré spécifique nommé Petsuchos. Oui, un reptile choyé. Il vivait dans un bassin de temple, orné d'or et de bijoux, nourri de mets délicats par des prêtres. Imaginez prier Steve, le crocodile divin. Cela porte l'amour des animaux à un tout autre niveau, légèrement terrifiant. 25. Les Égyptiens étaient des maîtres astronomes et ingénieurs, n'est-ce pas? Pyramides, temples, alignements. Pourtant, leur calendrier quotidien présentait un défaut fondamental hilarant. Ils utilisaient un calendrier solaire de 365 jours, plutôt précis. Mais ils n'ont jamais vraiment mis en œuvre un système d'années bissextiles régulier comme le nôtre. Quel est le problème? Eh bien, ce quart de jour manquant chaque année s'accumule. Au fil des décennies et des siècles, leur calendrier s'est lentement décalé par rapport aux saisons réelles. Imaginez célébrer la fête de l'inondation alors que la crue du Nil n'était pas prévue avant un autre mois, ou planter des récoltes pendant la saison de récolte désignée. Sérieusement? Fêtes, calendriers agricoles, horaires administratifs, tout est progressivement allé de travers par rapport au soleil et aux étoiles. Il a fallu des siècles pour que les choses reviennent à la normale. Parlez-moi de problèmes de planification à long terme. Cela rend les plaintes concernant l'heure d'été assez triviales, n'est-ce que pas? 26. Les jeux de société sont amusants, n'est-ce pas? Une bonne façon de passer le temps. Eh bien, les anciens Égyptiens avaient l'un des jeux de société les plus anciens et les plus populaires de tous les temps, appelé Senet. On y jouait pendant des milliers d'années. Mais voici le rebondissement. À l'époque du Nouvel Empire, le Senet n'était plus seulement un jeu. Oh non. Il a évolué en une profonde simulation du périlleux voyage à travers la Douat, le monde souterrain. Chaque case représentait une étape du voyage, certaines apportant des bénédictions des dieux et d'autres représentant des dangers, des jugements ou des obstacles pour atteindre l'au-delà. Atterrir sur la mauvaise case pouvait signifier une damnation magique. Ainsi, vous ne faisiez pas que lancer des dés et déplacer des pions. Vous misiez symboliquement votre âme éternelle. Pas de pression, n'est-ce pas? Juste une soirée décontractée du mardi à jouer au jeu de la mort. 27. Vous vous sentiez malade dans l'Égypte ancienne? Votre médecin local pourrait vous prescrire des remèdes pratiques, des bandages, des cataplasmes à base de plantes, peut-être même une chirurgie étonnamment sophistiquée. Mais ne vous attendez pas seulement à une solution médicale.
Les papyrus médicaux montrent que les traitements incluaient presque toujours une bonne dose de magie. Oui, aux côtés des instructions pour soigner un os cassé ou préparer un sirop contre la toux, vous trouveriez des sorts magiques détaillés et des incantations qui devaient être récitées. Pourquoi? Pour chasser les démons malveillants ou les dieux en colère considérés comme la cause première de la maladie. Parce que, pourquoi pas? C'était une approche holistique, couvrant à la fois les symptômes physiques et la cause surnaturelle supposée. Prenez 2 sangsues et invoquez Horus le matin. Cela a parfaitement du sens si vous pensez que la maladie est littéralement un démon possédant votre foi. 28. Le pharaon était le souverain suprême, un dieu vivant sur terre, entouré de fastes et de cérémonies. Il avait des légions de fonctionnaires gérant chaque aspect du royaume et de sa maison. Scribes, généraux, vizirs, surveillants des greniers, et très probablement un porteur de sceau royal officiel pour les toilettes. D'accord, celle-ci est spéculative, basée sur l'extrême compartimentation des devoirs royaux, mais écoutez-moi. Compte tenu de l'accent mis par les Égyptiens sur la pureté, le rituel et le statut divin du roi, même les fonctions corporelles avaient probablement des protocoles. Des hauts fonctionnaires géraient les sandales du roi, son linge, ses onguents. Est-il si exagéré d'imaginer un courtisan spécifique et de confiance responsable de la commode ou du pot de chambre royale, assurant sa propreté, le scellant, peut-être contre les mauvais esprits ou les tentatives d'assassinat par poison? On n'invente pas des choses pareilles. Ou peut-être que si, mais les Égyptiens l'ont probablement fait. Parler d'un titre de poste minable avec une influence politique potentiellement énorme. 29. Oubliez les boules de cristal ou les feuilles de thé. Si un ancien Égyptien avait besoin de connaître l'avenir ou de discerner la volonté des dieux, une méthode populaire, bien que macabre, était l'aruspicine, la divination par l'inspection des entrailles d'animaux sacrifiés. Miam. Un prêtre, connu sous le nom d'aruspice, abattait rituellement un animal, souvent un mouton ou un oiseau, puis examinait attentivement ses organes internes, en particulier le foie. La forme, la couleur, les marques et toute anomalie perçue sur le foie étaient interprétées comme des messages divins, des présages de succès ou d'échec, des avertissements ou des approbations. Imaginez un général planifiant une bataille. « Vite, sacrifiez cette chèvre, nous devons savoir si le foie dit « chargez » ou « oulala, fuyez ». C'est la prophétie par la boucherie. Essayez de ne pas revoir cette image mentale la prochaine fois que vous serez au rayon charcuterie. 30. Cette bizarrerie n'est pas seulement égyptienne ancienne. C'est aussi la façon dont d'autres cultures sont devenues bizarres avec l'Égypte ancienne. Pendant des siècles, en particulier en Europe, de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle, un médicament très recherché était la poudre de momie. Oui, vous avez bien entendu. Des morceaux broyés de véritables momies égyptiennes antiques. On l'appelait mumia, et on la croyait capable de tout guérir, des maux de tête et de la toux à l'épilepsie et à la peste bubonique. Les gens consommaient littéralement des pharaons et des prêtres pulvérisés comme médicaments. La demande était si élevée qu'elle a mené à un commerce florissant de momies, à la fois authentiques et fausses, exportées d'Égypte juste pour être réduites en poudre pharmaceutique douteuse. Incroyable, le cannibalisme accidentel comme tendance de santé. Laissez cela vous imprégner. Et 31, vous pensez que les documents importants nécessitent un parchemin ou un papyrus sophistiqué. Les anciens Égyptiens pensaient souvent le contraire pour les choses du quotidien. Alors que le papyrus était utilisé pour les textes religieux majeurs ou les registres officiels, de grandes quantités d'écrits quotidiens, de courts contrats légaux, des reçus fiscaux, des journaux de travail, des lettres personnelles et même des ébauches littéraires, étaient griffonnés sur des morceaux de poterie cassés appelés ostraca. Littéralement, des fragments de poterie recyclés comme bloc-notes. Pourquoi? La poterie était bon marché et partout, contrairement aux papyrus coûteux. Les archéologues ont trouvé des milliers de ces tessons inscrits, offrant des aperçus incroyables de la vie ordinaire. Imaginez rédiger votre accord commercial d'1 million de dollars au dos d'un pot de fleurs cassé. Ingénieux ou simplement incroyablement bon marché? Probablement les deux. 32. Vous pensez que notre système judiciaire est imparfait?
Considérez une méthode potentielle de jugement par l'ordalie en Égypte ancienne, réservée aux accusations les plus graves comme la trahison ou l'adultère, surtout si un jugement divin était invoqué. L'accusé pouvait être contraint de traverser à la nage un tronçon d'une île réputée infestée de crocodiles. La logique était brutalement simple. Si les dieux vous favorisaient et vous croyiez être innocent, ils vous protégeaient et vous atteigniez l'autre rive indemne. Si vous étiez coupable, eh bien, les crocodiles mettaient le verdict à exécution et obtenaient un repas gratuit. Un procès équitable? Je ne crois pas. C'est moins une procédure légale qu'un pari à enjeu élevé où la maison, ou plutôt le reptile, finit toujours par gagner. Parlez-moi d'une justice à quitte ou double. 33. Oubliez les chiens policiers. Que diriez-vous de babouins policiers? Sans blague, bien que les preuves d'Aswan débattues parmi les égyptologues, certaines peintures tombales et références textuelles suggèrent que les autorités égyptiennes antiques, peut-être des gardes de marché ou même des formes précoces de police, auraient pu utiliser des babouins dressés pour aider à appréhender les criminels ou à contrôler les foules. Imaginez, un voleur tentant de s'enfuir avec des biens volés pour être pourchassé et acculé non pas par un garde sévère, mais par un primate furieux, hurlant et aux dents acérées. Cela ressemble à quelque chose tiré d'un sketch de comédie bizarre, mais étant donné à quel point les animaux étaient imbriqués dans la vie égyptienne, ce n'est peut-être pas complètement hors de question. Essayez d'expliquer cette arrestation à votre compagnon de cellule. Ouais, je me suis fait arrêter par Tot le babouin. Esprit ou cham époustouflé. D'accord. Laissez cela s'imprégner. L'Égypte ancienne n'était pas seulement du sable et des sarcophages, n'est-ce pas? Alors, lequel de ces faits vous a complètement sidéré? Quelle est la chose la plus étrange que vous venez d'entendre? Sérieusement, je veux voir les choses les plus choquantes dans les commentaires. Et écoutez, si démêler l'absurdité historique est votre truc, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous, car ce terrier de lapin va beaucoup, beaucoup plus loin.